Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette vidéo un petit peu spéciale puisque celle-ci va être dédiée à l'année 2020 et aux événements probables qui pourraient arriver. Je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est pas pour jouer les satanistes, mais je pense que vous êtes nombreux à, j'espère en tout cas, vous poser des questions, voire commencer à ouvrir les yeux sur certaines choses qui sont en train de se produire. Je vous explique, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo à cause d'un important incident qui s'est produit là dans la nuit du 3 au 4 février 2020, où on a essuyé une tempête, mais une tempête comme je n'en avais jamais vu. Vraiment, j'ai eu très peur même. Pas que moi, mes animaux étaient complètement terrorisés. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. La soirée s'est relativement bien déroulée, enfin, il n'y avait rien de particulier. Et dans la nuit, à partir de 2 heures du matin environ, j'ai été réveillé à la base par les bruits des volets qui claquaient contre la façade. Bon, voilà, rien d'exceptionnel jusque-là, vous allez me dire. Et puis, dans la chambre, il n'y avait plus ni Angel, ni Olympe. Donc, je me mets à les chercher. Je pensais que Olympe était descendu faire pipi ou je sais pas quoi. Et puis, non, j'ai retrouvé Olympe qui était dans la salle de bain et qui était cachée dans la baignoire. Mais quand je dis cachée, c'est-à-dire qu'elle était dans la baignoire et elle était vraiment roulée en boule à trembler, mais comme une feuille, hein, vraiment. Hein, je l'avais jamais vue comme ça. Complètement prostrée dans cette baignoire. Angel, pareil, qui s'était cachée, elle, derrière les WC. Vous savez, vous avez le WC, puis vous avez toujours un espace derrière avec le conduit d'évacuation. Bah, elle était cachée là, en fait, vraiment derrière le WC. Quand je les ai vues là, toutes les deux, je me suis dit, mais elles me font quoi? Il se passe quoi? Enfin, pourquoi elles sont dans cet état? Et là, au moment où j'ai commencé à me poser des questions, il y a eu, mes chers amis, une tempête. Je ne sais pas si c'est une mini tornade qu'on a eue ou je sais pas quoi, mais je n'ai jamais vu autant de vent. À tel point que ça nous a violemment ouvert, mais quand je vous dis c'est encore ouvert, je pèse mes mots, on devrait plutôt dire violemment arraché. Les fenêtres ont été voilà, elles sont littéralement ouvertes, mais comme si on les avait violemment poussées de l'extérieur, enfin de l'extérieur à l'intérieur, comme s'il y avait eu une espèce d'explosion et que l'onde de choc aurait poussé toutes les fenêtres. Un vent, mais jamais, jamais de toute ma vie, j'ai vu un vent pareil. Dites-vous que la maison elle-même tremblait, les lustres tremblaient. On pouvait voir les lustres qui se balançaient et toute la maison qui tremblait. Je vous jure, les amis, d'en parler, ça me fait la chair de poule. Mais je n'ai jamais vécu un truc pareil. Ça m'a vraiment fait très très peur. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Eh bien, pour la simple et bonne raison que depuis 2018, j'ai une espèce de pressentiment en moi. Je ne saurais vous l'expliquer, mais j'ai une sorte de pressentiment en moi qui fait que 2020, cette année, me fait peur. Alors peut-être vous allez me dire que c'est moi qui transpose mes peurs sur les événements qui sont en train de se produire, mais non, moi je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt que les événements qui se produisent viennent étayer ce que je ressens déjà depuis 2 ans. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Et en fait, vous savez ce sentiment quand vous quittez votre maison et puis que vous avez l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais vous savez, vous avez une espèce de sentiment de panique qui s'installe à l'intérieur de vous. Je vous parle pas juste d'avoir oublié ses clés ou un truc dont on s'en fout. Non, vous avez cette sensation que vous avez laissé le gaz allumé, que vous avez laissé les lustres allumés, quelque chose qui pourrait créer un accident à l'intérieur de chez vous. Voyez ce genre de sentiment. Ou quand vous partez, je sais pas, 2 semaines en vacances et puis vous avez le sentiment qu'on va vous cambrioler. Enfin, voyez ce genre de peur et de pressentiment que vous avez, et puis parfois, qui se révèle être vrai, parce que lorsque vous allez rentrer, vous allez voir qu'effectivement, vous n'aviez pas fermé les lumières, ou que effectivement le gaz était allumé, enfin allumé, par exemple, le conduit était ouvert, qu'il y avait une menace, qu'il y avait une réalité derrière ça. Même si ça ne correspondait pas forcément à l'amplitude de votre peur, il y avait quand même une base qui pouvait venir étayer ça.
Et là, depuis début 2020, il se passe de drôles de choses qui font que je me pose énormément de questions euh, voilà, sur l'avenir en règle générale et j'ai peur. Alors, c'est là que je vous disais, je vais peut-être jouer les oiseaux de mauvaise augure, je vais peut-être vous faire peur, mais il faut des gens voilà, qui disent ce genre de choses. Donc tant pis, ce sera moi la bête noire, mais c'est pas grave. Euh, je pense que l'humanité va vers une catastrophe ou va vers... Alors c'est pas pour jouer les voyants à deux balles, vous savez comme tous les prédicateurs, oui la fin du monde est en 2012, hein, et puis toujours au cours des siècles on a toujours eu ces personnes qui annonçaient de grandes catastrophes, l'apocalypse, et puis il n'y avait jamais rien, enfin voilà. Hein. Non, moi je vous parle vraiment d'un ressenti qui est basé sur l'analyse même de la vie. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, je l'invente pas, je le sors pas de n'importe quoi, et je vais pas utiliser ces éléments pour venir appuyer ma thèse. Non, c'est que véritablement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui m'effraie, parce que c'est quelque chose sur lequel nous n'aurons aucun contrôle. Clairement. Mais déjà, si vous regardez, depuis 2020, on a fait un mois. Un mois, c'est pas beaucoup quand même, on n'a fait qu'un seul mois. En un mois, regardez un petit peu tout ce qu'il s'est passé dans le monde. Hein. On va commencer d'abord par les incendies géants d'Australie. C'est pas, comment dire, l'Australie a toujours été en feu. Tous ces pays qui sont secs, qui sont arides, qui connaissent de la chaleur, ont toujours connu des incendies. Ça, c'est pas nouveau en soi. Mais ce qu'il s'est produit en Australie est quand même d'une démesure incroyable. Enfin, c'est quasiment sans précédent, quoi. Sachant qu'on avait déjà eu d'autres feux, des incendies géants hein, qui avaient frappé la Californie, souvenez-vous. Voilà, on a comme ça déjà certains éléments. Sauf que pour moi, ces feux, et ça je pense que nos chers médias ne nous en parlent pas, peut-être pour pas nous faire paniquer, ou peut-être qu'on nous prend pour des idiots qui croiront bêtement ce qu'on leur dit, mais voilà, quand on regarde un petit peu la planète, quand on connaît un minimum la nature, quand on a deux trois bases de science, voilà, quand on a un minimum de culture, il y a des choses que vous-même pouvez, sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Et entre autres, ces incendies géants en Australie, je pense qu'ils vont être une des causes qui va venir rajouter d'autres choses. Je vais m'expliquer. Vous savez que à cause de notre chère surconsommation, surpeuplement et tout ce qu'on veut, notre chère planète commence à saturer sévère entre les ressources qui commencent à toutes disparaître, la pollution qui sature tellement l'atmosphère qu'on commence à avoir tangiblement des changements sur le climat. On a constaté, ça c'est pas moi qui vous le dis, hein, vous pouvez aller faire fouiner par vous-même, beaucoup de scientifiques tirent une sonnette d'alarme sur le fait que certains courants océaniques sont en train de changer, sauf que ces courants, ils ne sont pas à prendre à la légère parce que ces courants-là, c'est eux, entre autres, qui gèrent une bonne partie du climat. Donc si ces courants changent, le climat lui-même va aussi changer et ça pourrait avoir un impact mondial sur tout le reste, les écosystèmes, les animaux, etc. etc. Donc, on a eu d'abord les incendies géants d'Australie. On a eu quand même à plusieurs reprises des tremblements de terre. Alors là aussi, vous allez me dire, oui, mais Jonathan, les tremblements de terre, c'est pas nouveau, ça existe depuis des siècles, des millénaires. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Sauf qu'il y a des tremblements de terre qui commencent à se manifester dans certaines zones géographiques qui auparavant étaient relativement tranquilles. Je prends à titre d'exemple, pour mon cas à moi, il y a quoi, ça remonte il y a combien maintenant? Il y a 2 mois de ça à peu près, c'était avant Noël, je crois, on a eu la terre qui a tremblé. Ici, oui, chez moi, là. C'est-à-dire que j'ai vu les lustres qui ont trembloté, les verres qui tintaient entre eux. La Terre a bougé ici, alors que normalement on n'est pas censé quand même être soumis à ce genre de choses. Et quand même le tremblement de terre était relativement important, parce que je crois qu'il était d'amplitude 4 ou quelque chose comme ça. Donc 4, c'est déjà pas mal, enfin c'est pas le grand tremblement de terre digne de San Andreas, mais quand même pour notre région, c'est quand même...
C'est un petit record quand même. À la suite de ça, et ça je l'avais dit à mon entourage, j'avais dit vous verrez que ces tremblements de terre, c'est un signal d'alarme venant de la Terre pour nous dire qu'il y aura plusieurs éruptions volcaniques qui vont suivre une certaine ceinture. Et ben bingo, les éruptions volcaniques qui sont suivies dans les semaines après, eh bien coïncidaient avec ce que j'avais dit qui suivait une certaine ceinture. Ça c'est pas de la prédiction, c'est pas de la divination, c'est juste le fait d'analyser la nature et quand on connaît, comme je vous l'ai dit, quand on a un minimum de culture et de science, il n'y a pas besoin d'être médium pour le prédire. Mais voilà, c'est une information qui est passée à la trappe, qu'on n'a pas voulu nous dire, mais qui, voilà, quand on l'analyse, ça fonctionne. Quoi d'autre on a quand même, ça aussi c'est pas rien, on a le prologue peut-être d'un conflit mondial. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité, mais ce qui se passe entre les USA et l'Iran. Je pense qu'on essaye un petit peu de nous étouffer le truc, surtout là, en plus, on a le charmant coronavirus qui fait la une des actualités, qui permet un petit peu d'étouffer ce qu'il se passe dans le reste du monde, voilà. Peut-être que les médias ils se sont dit, tiens, on va plutôt mettre l'accent sur le coronavirus, ça va faire flipper tout le monde pensera plus qu'à ça, et comme ça, les autres menaces un peu plus importantes, elles passeront à la trappe. Peut-être, peut-être. Mais le conflit est là, et la menace est également présente. Donc il y a aussi cette espèce de tension comme ça qui est grandissante envers les nations, envers les pays, envers les puissances du monde. Et je vous cache pas que si jamais ça dégénère et que ça éclate, ça va pas être beau à voir, très clairement. Beaucoup parlent de troisième guerre du monde, honnêtement, peut-être. Espérons que, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a eu aussi ? Eh ben le climat, tout simplement. De mémoire, je vais bientôt avoir 33 ans. De mémoire, je n'ai jamais vu un hiver comme celui-ci. Jamais. C'est-à-dire que je ne sais pas chez vous comment c'est, mais ici, chez moi, donc je vis au sud-est de la France, on est connu pour avoir un climat qui est plutôt doux, mais quand même, l'hiver quand il fait froid, il fait bien froid, l'été quand il fait chaud, il fait bien chaud, mais en principe, on a quand même relativement des saisons qui marquent les étapes de l'année. Là, non, ça fait quelques années, on passe uniquement, comment on pourrait dire, d'une espèce de vague de froid, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 à 2 semaines de neige pour février, et puis on va enchaîner sur de la chaleur. À titre d'exemple, l'année dernière, la canicule chez nous a commencé, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'à partir de mai, on commençait déjà à avoir chaud. Alors quand je vous dis avoir chaud, c'était des 30 degrés, c'était pas la canicule, mais c'était chaud. Et puis là, nous, l'année dernière, la canicule n'a pas cessé, c'est-à-dire qu'on a eu de juin, juillet, août, des températures à en crever. Je vous promets, moi qui supporte très mal la chaleur, j'ai vraiment cru que je ne passerais pas l'été. Je suffoquais littéralement. Vous vous jetez dans la piscine, ça vous rafraîchit même pas. La nuit, vous ne dormez pas parce que la température reste quasiment la même. Enfin voilà, cette canicule, cette chaleur... Essayez d'être honnête avec vous 2 minutes. La canicule, cette chaleur, a commencé à apparaître vers 2003. Depuis 2003, on enchaîne les étés qui sont de plus en plus chauds et secs. Alors que moi j'ai grandi quand même dans les années 90, 2000, je me souviens de quand il y avait le printemps, Et puis on avait vraiment les arbres en fleurs, c'était vraiment le printemps. Il faisait frais le matin, il faisait bon l'après-midi. L'été, il faisait chaud, mais c'était pas non plus à en crever. On pouvait monter à des 35 degrés, 36. Mais voilà, c'était très souvent à la fin de la journée, on avait un bon orage qui venait tout rafraîchir. Et le lendemain, pouf, on passait une bonne nuit parce qu'il faisait relativement bon le soir, enfin la nuit. Le matin, il faisait frais par rapport au reste de la journée, mais il faisait bon. Et puis l'après-midi, on regrimpait à nouveau. Mais dès qu'on montait à un certain seuil, on avait à nouveau un orage. Que là, non. Là, c'est chaleur, sécheresse, pas de pluie, pas d'orage, rien du tout. Ou quand vous avez un orage, je ne sais pas chez vous, mais nous, c'est un orage hyper sec où on va avoir que de la foudre uniquement. Et puis, la chaleur ne tombe pas, elle reste la même, voire pire, elle augmente. Non, bon. Donc on a ça, et j'ai rebondi, mais du coup là, si vous regardez bien, cet hiver, chez nous, je parle de chez nous dans ma région, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici, on n'a pas eu cet hiver un seul flocon de neige, rien du tout, mais
que dalle. La pluie, je vous en parle même pas. Sur tout l'hiver, il y a dû avoir l'équivalent d'une semaine de pluie. C'est tout. Le chauffage, il tourne même plus. Ça fait des semaines qu'on ne met plus de chauffage parce que très clairement, il ne fait pas froid. Bah, regardez comment je suis. Hein. Je suis en t-shirt, je suis en short, je suis même en débardeur parfois à la maison. Il fait, alors je vais pas dire qu'il fait chaud, mais pour la période, oui, il fait chaud. Hier, on est monté à une vingtaine de degrés. Merde, les amis, regardez, on est le 4 février, 20 degrés le 4 février. Il y a un, enfin, non, je suis désolé, c'est pas normal. Et puis là, la tempête qu'on vient d'essuyer cette nuit, c'est pas normal. Enfin, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais vécu. Pour moi, ce sont plusieurs preuves qui sont en train de montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre place, qui est en train de se détraquer. Et je pense qu'il serait temps de véritablement ouvrir les yeux sur une menace qui est bien réelle. Parce que le problème de l'être humain, c'est que ça fait quand même des années qu'on n'a pas eu vraiment de crise majeure, qu'on n'a pas eu un cataclysme planétaire. Le dernier grand cataclysme planétaire, c'est la dernière glaciation qu'il y a eu, hein, la dernière période glaciaire. Sauf que personnellement, j'étais pas là. Hein. Vous non plus, je pense, hein, même pour les personnes les plus âgées de mes abonnés, je ne pense pas que vous étiez présents pour la dernière glaciation, très clairement. Mais à part ça, on n'a plus eu de très grands cataclysmes. Je parle pas du tsunami de Sumatra, je parle pas des éruptions volcaniques, non, je parle pas de ça. Un cataclysme, c'est vraiment un événement planétaire. Hein. Je parle pas d'accidents isolés, que ce soit des super cyclones, des super tremblements de terre, non, je parle vraiment sur l'échelle mondiale. Et très clairement, là, donc du coup, l'être humain, pardon, je voulais enchaîner et j'y repense à un truc. Du coup, l'être humain a pris ça comme argent comptant en se disant, bah, le quotidien, la routine aujourd'hui, elle est faite d'un petit orage, de ci, de ça. Et puis, comme vous êtes un petit peu formaté par les médias qui vous disent que bah, c'est plus ou moins normal parce que ça va être les effets d'un anticyclone, de l'alignement de Mars par rapport à Vénus, d'une tempête solaire, de ceci, de cela. Donc bête et discipliné. Vous voyez à tel point qu'il fait chaud, j'en perds les boutons. Donc vous avez un petit peu pris ça pour argent comptant et puis allez hop emballer, c'est pesé et puis toutes les personnes qui viennent un petit peu ébranler votre univers qui est peut-être basé sur cette pseudo-réalité, tout de suite on va accuser cette personne d'être un oiseau de mauvais augure, d'être ceci, d'être cela. Mais oui les amis, mais il faut quand même vous rappeler une chose très importante, c'est que on ne vit pas dans un monde de licornes, de paillettes, de champignons et de lèpres chaudes. Non, nous vivons, je tiens quand même à vous le rappeler, sur un tout petit caillou qui vit dans l'espace, qui tient dans le vide par des forces incroyables, mais invisibles surtout. Et que nous sommes la proie d'absolument toutes les catastrophes et cataclysmes qui puissent arriver, et nous ne serons maîtres de rien du tout par rapport à ça. Donc ne l'oubliez jamais. Et j'avais oublié bien sûr la couronne sur la tête, hein, et pour le coup c'est une belle transition puisque nous avons maintenant le charmant coronavirus qui vient fraîchement d'arriver et qui rajoute encore une couche de confiture sur la tartine. Ce qui fait que pour un mois de janvier, juste pour 2020, je trouve quand même que c'est pas mal en événement planétaire qui s'est produit. Hein. On a une pandémie qui se prépare, on a peut-être une troisième guerre mondiale qui se prépare, on a une catastrophe climatique planétaire qui est en train de se préparer. Je pense que sur un mois, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Donc qu'on vienne pas me dire oui non mais non Jonathan c'est toi qui transposes tes peurs sur cette année 2020 alors que ce qui se passe ça s'est déjà passé. Oui ça s'est déjà passé dans certaines circonstances mais là quand même tout mis bout à bout hein, parce qu'on enchaîne quand même. Hein. On n'a même pas le temps de finir un truc, qu'il y a encore autre chose qui vient se greffer et encore autre chose et encore autre chose et encore hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre comme les poupées russes. Hein. On part d'un problème comme ça de base et puis on a un autre et puis on arrive à ça déjà, hein. Le 4 février, on est déjà à ce volume de merde sur Terre. Hein. Voilà. Donc j'avais envie de voir avec vous, de faire un tirage et voir éventuellement ce qui pourrait sortir et comment on peut l'interpréter. Alors attention, ce tirage va être très particulier parce que je vous propose de faire un travail avec moi. C'est pas moi qui vais vous lire les cartes, qui vais vous dire ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, etc. Non, je veux aussi que vous travailliez en même temps avec moi et que que vous essayez de voir, de mettre des images sur vos ressentis. Vraiment, ça va être un travail d'équipe sur cette vidéo.
Très clairement, si vous regardez la vidéo en vous disant, tiens, prévision 2020, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, je vais être sincère avec vous. Je vais même mettre un petit peu piquant, mais votre vie d'humain, très sincèrement, ça ne concernera pas cette vidéo. On s'en fiche de l'ego, hein, vraiment on le met de côté parce que là pour le coup on va se concentrer sur la Terre, sur notre planète, sur notre foyer mondial. On va parler de l'ego mais en termes d'humain, l'humanité dans une seule unité, hein, c'est pas l'individualisme de chacun, etc. Donc très clairement si vous regardez la vidéo juste pour savoir si 2020 vous allez rencontrer l'amour, si vous allez gagner au loto, si ceci, si cela, allez voir des confrères qui le feront très bien, hein, qui ont déjà fait des vidéos sur 2020 pour vous dire tout ça. Nous, sur cette vidéo-là, on va essayer de travailler sur une ampleur qui est beaucoup plus importante et voir peut-être ce que nous réserve un petit peu tout ça. Allez, du coup, je vous change d'angle pour qu'on puisse faire un petit tableau tranquillou. Et puis voilà, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve donc pour le tirage. J'ai pas choisi 3 millions de jeux, il n'y aura pas de breloque, il n'y aura pas d'astrochance, il n'y aura pas tout ceci, tout cela, on s'en fout, pas de fioriture, rien du tout. On est vraiment sur l'authenticité, la sincérité et l'honnêteté. On va vraiment essayer d'ouvrir une fenêtre sur ce que l'avenir, dans une certaine mesure, peut nous laisser voir, sachant que si on arrive à percevoir des choses, il n'est pas dit que nous ayons un contrôle dessus, parce que très clairement, pour moi, je veux vraiment pas jouer les pessimistes, hein, mais pour moi, il est trop tard, surtout en fait. On nous parle d'écologie, de machin, de ceci, de cela, de recyclage et compagnie, mais c'est trop tard, enfin, c'est trop tard maintenant. C'est aujourd'hui, il a été fait des choses, et maintenant, on va juste payer la note, on va juste payer la facture, et tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'essayer de sauver le peu de peau qu'on pourra sauver. J'ai utilisé mes deux jeux, le fantabuleux dans ces deux formes, l'oracle et le carré. On va essayer de se faire... je propose d'essayer de faire une ligne avec le fantabuleux, l'oracle. On va se faire... regardez, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, la première carte qui est éjectée du paquet, c'est la significatrice noire. Qu'est-ce que vous savez sur la significatrice noire? Que celle-ci est porteuse d'énergie négative et reflète vraiment tout nos craintes, nos peurs, tout ce qui appartient au noir, au néant. C'est un peu la carte du chaos, c'est la carte du néant, c'est... voilà. Donc bon, le tirage commence très bien les amis. Donc ce qu'on va se faire, je vais le faire à l'instinct. Je vais piocher des cartes et puis on va se les mettre sur une ligne. Je sais pas combien on va en mettre. On verra. On verra comment je le ressens. On va essayer de se concentrer et demander que Mère Nature puisse nous guider sur les événements à venir. Allez, on va partir sur 6 cartes. 6 cartes, on y va pour la première. Ah bah ça tombe bien, regardez les amis, nous avons la mort. Donc est-ce que c'est pour nous dire qu'effectivement la mort est présente ou qu'elle va arriver, qu'elle va frapper soit la planète, soit l'humanité. La mort, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça peut nous parler du virus? Est-ce que ça peut nous parler d'une pandémie mondiale? Une espèce de contagion, quelque chose qu'on ne pourra pas endiguer, qu'on ne pourra pas contrôler? Est-ce que ça peut nous parler d'une catastrophe à grande ampleur qui nous parlerait de millions de morts, de centaines de milliers, de juste centaines? À quelle dimension on parle de mort? Est-ce que ça peut nous parler ici de transformation? Auquel cas, encore une fois, hein, si on parle par exemple d'un cataclysme, que ce soit un cataclysme, une guerre, une pandémie, n'importe quoi, ça inclut automatiquement des morts physiques, mais ça engendre aussi une transformation parce que automatiquement l'homme va devoir transformer sa façon d'être. Imaginons, je vais prendre un exemple très concret. Pour ceux qui connaissent le film Le Jour d'après, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais un petit peu vous raconter le synopsis.
Ça raconte tout simplement que la planète en a ras-le-bol, qu'elle arrive à saturation et que il y a des changements climatiques très importants. Il est passé à la télé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Ça engendre voilà, un cataclysme planétaire avec un refroidissement à l'échelle mondiale et une nouvelle période de glaciation. Et en fait, tous les continents dits évolués, donc les USA, l'Europe, etc., sont tous frappés et recouverts par les glaciers. Voilà. Donc automatiquement ici ça nous parle de mort physique et ça nous parle d'une nouvelle transformation parce qu'imaginons que nous serions touchés par une telle catastrophe, automatiquement ça pousserait l'homme à redevenir humble, à faire attention à sa façon de consommer, à revenir à des valeurs plus naturelles, des valeurs humaines, une consommation qui serait vraiment propre à l'homme, c'est-à-dire que concrètement on n'a pas besoin d'être... Prenez ce qui est à l'intérieur de votre maison, vous pouvez jeter 90% de ce que vous avez dans votre baraque qui ne vous sert strictement à rien. Si on met les besoins humains sur vraiment ce dont il a besoin, vous avez besoin de dormir. Donc à la rigueur que vous ayez un bon matelas, parce qu'un bon matelas ça peut y jouer sur votre santé, ça évite les problèmes de dos, etc. etc. Donc à la rigueur un bon matelas, vous avez besoin d'avoir chaud, donc une bonne couverture. C'est valable pour les vêtements, hein, un bon pull, etc. etc. Donc un bon matelas, une bonne couverture. Vous avez besoin de quoi Vous avez des besoins primaires tels que aller aux toilettes, mais ça dans l'extrême. Est-ce que vous avez besoin du confort d'un WC avec une lunette chauffante et compagnie? Non. Dans l'extrême, vous allez creuser un trou dans la terre et vous faites dans votre trou. Hein. Vous avez besoin de vous laver, donc à la rigueur, on pourrait au moins opter pour une douche qui serait, par exemple, qui réceptionnerait les eaux de pluie, etc. Parce que concrètement, vous n'avez pas besoin de vous laver dans de l'eau ultra pure, ultra propre, une eau qui est un minimum propre. Hein, je m'entends bien, on ne va pas récupérer les eaux des égouts, mais je veux dire, vous n'avez pas besoin d'une eau potable et véritablement saine pour pouvoir vous laver. Hein. Vous iriez vous laver dans une rivière, ce serait pareil. On a besoin de quoi? De manger. Donc à la rigueur, il vous faudrait au moins quelque chose qui permet de cuire, de faire de la cuisson, de garder les aliments au frais. Hein. Et encore même dans l'extrême, on pourrait consommer au jour le jour. Hein. Faire des courses au jour le jour pour avoir tout le temps du frais et ne pas faire de stock. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous enlevez tout ce qu'il y a dans votre maison dont l'humain n'en a pas besoin, et croyez-moi que... Hein, et si on faisait ça à l'échelle des 7 milliards d'humains qu'il y a sur la Terre, ça en réduirait des déchets, de la surconsommation et de la pollution en moins aussi. Hein. Mais bon, donc est-ce qu'ici ça nous parle de mort? Peut-être, très certainement. Est-ce que ça nous parle aussi d'un cycle de transformation, de quelque chose qui va se transformer, qui va muter, qui va connaître une renaissance, un nouvel essor? Très probablement aussi, les deux choses sont liées. On a... la chute. Bon la chute, très clairement, ça peut nous parler ici de quoi? Regardez cette courbe, elle vous fait penser à quoi? Moi là, tout de suite, sans l'interprétation des cartes, ici, je vois une courbe qui me fait penser aux bourses. Donc, est-ce que c'est la chute du capitalisme? Est-ce que ici, ça nous parle d'un krach boursier? Est-ce que ça nous parle d'une économie qui s'effondre? Là encore, comment on pourrait dire? C'est coordonné ensemble, parce que si on parle ici d'un cataclysme planétaire, d'une guerre, d'une pandémie, n'importe quoi, automatiquement l'économie va aussi être touchée, puisque forcément si, imaginons, là c'est vraiment le scénario catastrophe dont je parle, imaginons qu'un pays soit frappé de plein fouet par, je sais pas, on va prendre l'exemple de la guerre, un pays qui serait frappé de plein fouet par un bombardement nucléaire par exemple, le pays finit par s'effondrer. Automatiquement, tous les autres pays qui travaillent avec lui sur les marchés boursiaux vont s'écrouler aussi. Donc du coup, ça peut entraîner, vous voyez, ça fait un effet boule de neige, ça peut entraîner un krach boursier sur les autres pays. Et puis une crise économique assez importante. Est-ce que ça nous parle de ça? C'est possible. Est-ce que c'est lié à l'événement de la mort? C'est aussi possible. Nous avons les outils. Les outils ici, ça nous parle de quoi? De création, de construire, peut-être reconstruire. Est-ce que ici on aurait une catastrophe qui est en train de se préparer, qui va entraîner une chute importante et repartir de zéro? Et à ce compte-là, il va falloir reconstruire, rebâtir, faire appel à de la création, à des choses nouvelles. C'est possible aussi. J'en ai pris
J'en ai pris que 5, je voulais en prendre 6. Bon ben, j'en ai tiré 5. La carte de l'esprit. Là, nous avons le fantôme qui apparaît. De quoi pourrait nous parler le fantôme? Est-ce que ça pourrait nous parler d'un lien avec l'occulte? Est-ce qu'il y a une catastrophe qui va se faire avec un lien avec... Enfin, qu'il y aurait un lien avec l'occulte? Mais l'occulte, je vous rappelle les amis que occulte veut dire caché. Donc est-ce qu'ici on nous parle d'une menace qui est cachée, de quelque chose qui se cache, de quelque chose qui n'est pas perceptible, de quelque chose qui est invisible? Un fantôme, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Prenons par exemple le vent, vous ne le voyez pas, et pourtant il existe. Vous prenez la Wi-Fi, vous ne la voyez pas, mais pourtant elle existe. Vous prenez les virus, vous ne les voyez pas, mais pourtant ils existent. Un fantôme, c'est le même principe, vous ne le voyez pas, mais c'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Donc est-ce qu'ici ça nous parle d'une menace qui est bel et bien réelle, mais parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne la ressent pas, parce qu'elle ne se manifeste pas comme vous voudriez qu'elle se manifeste, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle cette menace et qu'elle n'est pas présente. Est-ce que l'esprit, ça peut être ici la transposition de la mort? Donc du coup ça nous confirmerait qu'il y aurait des morts, beaucoup de morts peut-être? Je ne sais pas. Et enfin, on a le sablier bien sûr qui nous parle du temps, le temps qui s'écoule. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment, je viens de vous le dire, hein, qu'il était trop tard. Que c'était pas là. Tout ce que nos sociétés nous disent là, recycler, faites ceci, faites cela. Mais sincèrement, les amis, vous croyez que c'est à notre échelle qu'on pollue parce que vous allez pas trier vos bouteilles de plastique, etc. C'est vous qui êtes responsable de la pollution sur Terre. Soyons honnêtes 2 minutes, ce n'est pas à notre échelle que nous polluons. Alors oui, on y participe, on contribue à cette pollution. Hein, prenons un exemple tout bête, mais quasiment aujourd'hui tout le monde a une voiture. Très clairement, on participe à la pollution, parce que si chacun a une voiture, on est près de 70 millions en France, ça veut dire qu'il y a près de 70 millions de voitures. Bien plus, ce n'est pas du tout le reflet de la réalité, hein, puisque à l'heure actuelle, le marché automobile, dites-vous un truc, le marché automobile mondial pourrait fournir à chaque être humain une voiture et demie à 2 voitures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a 2 fois plus de voitures qu'il n'y a d'êtres humains. Voilà. Vous visualisez mieux l'aspect de surconsommation, et là je vous parle des voitures, mais c'est valable dans tous les autres domaines. Hein. Donc pour vous dire que ce n'est pas nous à notre petite échelle que nous polluons. Non, on va parler des grosses sociétés qui déforestent. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable de la déforestation d'Amazonie par exemple? Oui et non. Oui, dans le sens où vous consommez ce que les grosses sociétés vous donnent à consommer. Mais non, parce que ce n'est pas directement vous qui êtes responsable de ça. Mais voilà, nous vivons dans une société qui nous pousse, qui nous force à consommer. Regardez par exemple l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, votre téléviseur ou votre machine à laver est programmée par exemple pour 10 000 lavages. Vous ne pourrez pas faire 10 001 lavages. Non, à 10 000 lavages, vous avez une espèce de puce électronique qui va bousiller votre appareil, qui fait que si vous l'amenez chez un réparateur, d'une part, les pièces, il y a de fortes chances pour que les pièces n'existent plus. Donc le réparateur ne pourra même pas vous réparer votre machine. Mais en plus de ça, le coût de la réparation sera supérieur à un nouveau lave-linge. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Imaginons votre réparateur vous dise bah oui, je peux vous réparer votre machine, mais ça va vous coûter 600 euros. Les premiers lave-linges, vous en avez pour 150 ou 200 euros. Vous allez par exemple chez Electrodépôt, 150 euros, 200 euros, vous avez un lave-linge. Vous n'allez pas dépenser 600 euros dans votre lave-linge, alors que finalement vous pouvez en acheter un neuf. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas de votre faute. Vous êtes simplement la victime de cette société qui vous pousse à surconsommer. Alors qu'il serait tellement mieux. On nous parle d'écologie, d'économie, machin et tout. Mais vous croyez réellement, les amis, que s'ils se souciaient de l'écologie, on construirait des choses qui soient qualitatives, qu'on pourrait garder dans le temps, qu'on pourrait faire réparer, qu'on pourrait limite se transmettre de génération en génération, hein, pas des choses, je sais pas moi, par exemple un lave-linge. Le premier lave-linge que j'ai connu, ma maman, elle l'avait, ce lave-linge avait 20-25 ans, un truc comme ça. Enfin, aujourd'hui, votre lave-linge, vous allez le changer combien? Tous les 5 ans? Parce qu'il va tomber en rade? C'est pas normal. Les appareils aujourd'hui devraient être qualitatifs de façon à ce qu'on puisse les garder presque toute une vie. Ça serait vraiment un geste écologique et ça éviterait de surconsommer. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, pour vous dire que moi, ce sablier, je le perçois vraiment comme il est trop tard. C'est plus la peine de faire quoi que ce soit. C'est en route. Regardez, le sablier, il s'écoule. Hein, on a un sablier qui s'écoule. Ça veut dire que le temps, voilà, le temps est en marche, le temps est en cours. On ne peut rien faire, on ne peut plus rien faire. La machine est lancée, donc on ne peut plus rien faire. À mon avis, les amis, encore une fois, ce n'est pas pour jouer l'oiseau de mauvais augure, mais à part assister et être spectateur de ce qui va arriver, ben, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la solitude qui vient de sortir. On va essayer de se recouvrir la ligne. On va s'en faire 2 à chaque fois. Voilà, on va s'en faire 2. Pour essayer de venir détailler les 5 pôles présents. Hop. Alors, sur la mort, on va avoir le masculin et la montagne. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce que ça peut nous parler? Attendez, je suis pas tout à fait dans le champ. Je vais vous remonter, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. L'homme et la montagne. Est-ce que ça pourrait nous parler d'une menace venant peut-être de pays de montagne, ou est-ce que la montagne représente une frontière naturelle, du coup un pays qui serait entre deux axes de montagne? Ici, très clairement, le phallus, l'homme, c'est à prendre au sens large du terme, d'accord? C'est pas un homme spécifique, mais c'est plutôt pour nous dire que la menace, la mort, viendra de la part de l'être humain. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. La mort va frapper par l'être humain, à cause de l'être humain, ça va venir de l'être humain. Et il y a un lien avec les montagnes. Alors, est-ce que c'est à prendre au sens propre du terme, à savoir, comme je viens de vous le dire, est-ce que c'est quelque chose qui sépare deux pays, une chaîne de montagnes qui sépare deux pays, mais à ce compte-là, on parle de quel pays? Parce que quel pays n'a pas une chaîne de montagnes qui sépare plus ou moins naturellement? Vous prenez par exemple les Pyrénées qui séparent l'Espagne et la France. Vous prenez l'Himalaya qui sépare l'Inde avec la Chine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on parle de ça, du coup, à quel pays on fait référence, hein? C'est vaste quand même. La montagne, est-ce que ça peut nous parler pareil, la montagne, est-ce qu'on peut y voir un volcan aussi? Donc du coup, est-ce que ça nous parlerait d'une catastrophe naturelle? Je suis un petit peu plus sceptique, sachant quand même qu'on a l'homme ici, donc c'est vraiment quelque chose qui est dû à cause de l'homme. Est-ce que la montagne peut représenter l'aspect de la nature, à savoir que l'homme et la nature vont être alliés, ou que peut-être la nature va être, entre guillemets, la cause enfin la conséquence de la catastrophe, mais que l'homme en est la cause et l'origine. Voyez? Est-ce que ça peut nous parler de ça? Est-ce que la montagne pourrait par exemple représenter des glaciers, des neiges éternelles, le temps qui s'écoule, des choses qui seraient emprisonnées dans la glace? Donc est-ce que ça nous parlerait que l'homme va réveiller quelque chose qui est emprisonné dans la glace, qui est caché, qui n'était pas accessible, mais à force de déforester, de détruire, de ceci, de cela, la fonte des glaces et compagnie, est-ce que ça va pas réveiller certaines choses qui étaient prisonnières depuis des milliers d'années? Va savoir. Je vous laisse libre sur votre interprétation. Pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que la mort va frapper, sera, comment on pourrait dire? Oui, va frapper tout simplement. Jonathan, ne cherche pas tes mots. La mort va frapper et la cause en est l'homme. Donc on serait sur, est-ce qu'on peut parler d'une guerre? Est-ce qu'on peut parler du coup du réchauffement climatique qui est dû à l'homme et que par conséquent tout ce qui va se produire sera forcément la faute de l'homme? Pour moi la réponse est oui, indubitablement. Je l'ai toujours dit, c'est horrible à dire, mais j'ai toujours dit que l'être humain était le cancer de la Terre. Très clairement. Parce que vous regardez, la Terre, elle a été dominée par les dinosaures, elle a été dominée par un tas de choses, mais l'homme a réussi en quelques milliers d'années à faire tout ce que les autres espèces n'ont pas réussi à faire en des millions d'années. Bravo l'homme. Allez, pour la chute, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil,
Tiens, c'est marrant, regardez ce qu'on a. On a la tornade. La tornade, ça vous fait pas penser un peu à la tempête? Le soleil en plus, hein, le soleil c'est tout ce qui pourrait représenter la nature, mais aussi, comme je vous l'ai dit, ça pourrait représenter l'espace, le cosmos. Est-ce qu'on a une menace qui plane sur la tête, qui pourrait venir de l'espace? Quelque chose dont nous n'aurions pas conscience parce que nous sommes trop enfermés dans nos petites vies superficielles, à se préoccuper de nos problèmes sans prendre le temps d'analyser et de voir que la vie est bien plus importante et qu'elle ne se résume pas à des factures, à du travail, à des disputes, à aimer, à s'unir, à désunir, etc., etc., que la vie est infiniment plus grande et que les menaces dont la Terre est exposée sont également infiniment plus grandes. Donc est-ce que cette chute nous parle aussi d'une relation de cause à effet en lien avec la nature? Encore une fois, ça pourrait coller avec la montagne. Est-ce que la tornade ici nous parle de vraies tempêtes, de vrais cataclysmes, de vraies catastrophes naturelles, quelque chose qui sera en lien avec le vent? C'est probable aussi parce que regardez, les cyclones sont de plus en plus puissants, ils sont de plus en plus dévastateurs, mais en même temps on a encore une fois une relation de cause à effet, parce que si l'homme ne s'entêtait pas à construire sur des terrains qui sont sujets aux tornades, qui sont sujets aux cyclones, si l'homme n'insistait pas pour tout le temps habiter sur le bord de la mer, est-ce qu'il y aurait autant de catastrophes? Non. Est-ce que si on arrêtait de construire sur le lit des fleuves, est-ce qu'il y aurait toujours autant d'inondations? Eh bien non. La nature est ainsi faite, l'homme veut à tout prix la dominer, mais l'homme n'a toujours pas compris qu'il ne dominera jamais la nature. Et qu'à s'entêter comme il le fait, il y aura autant de morts que l'entêtement existera, tout simplement. Donc, blague à part, sans parler de ça, on peut quand même constater qu'effectivement les cyclones, les tempêtes, etc. sont de plus en plus violentes, sont de plus en plus souvantes aussi. Hein. Non, ça se dit pas, sont de plus en plus souvantes. Ça se dit absolument pas, mais on s'en fiche. Les tempêtes sont de plus en plus régulières, on va dire. Hein. Il y en a de plus en plus aussi. Donc, est-ce que ici ça nous parle d'un cataclysme, quelque chose en lien avec une tempête, hein? En plus, tempête, soleil, tempête solaire peut-être. Est-ce que notre cher soleil va rentrer dans une phase, parce que vous savez que le soleil a des cycles et que il a un cycle entre guillemets de sommeil où son activité est un peu basse, et puis il rentre dans des cycles où son activité est beaucoup plus intense, où les tempêtes solaires vont être plus importantes. À titre d'exemple, une aurore boréale, savez-vous ce qu'est une aurore boréale? Une aurore boréale est tout simplement une manifestation physique, une interaction entre le Soleil et notre planète. C'est-à-dire que le Soleil va envoyer plein de particules, la Terre va plus ou moins les absorber grâce à son bouclier magnétique et va les mettre, va les réceptionner au niveau des pôles. Et on va avoir ensuite ces particules solaires qui vont interagir comme ça avec l'atmosphère terrestre, qui vont créer du coup les aurores boréales. C'est très joli, c'est très beau à voir. Mais quand vous voyez une aurore boréale, eh bien dites-vous que c'est notre charmant soleil qui vous a cracher un gros glavio en pleine tronche et que c'est la Terre qui essaye de digérer. Ouais, je sais, c'est pas très classe, mais vous aurez une bonne visualisation comme ça. Donc du coup, tempête soleil, est-ce qu'on peut parler d'une tempête solaire? Donc un cycle d'activité près du soleil qui va venir titiller la Terre de façon assez importante, parce que, autre exemple, le soleil pourrait très bien rentrer dans une phase d'activité intense et envoyer un jet de molécules, une tempête solaire de grande ampleur qui pourrait créer par exemple un blackout sur la Terre. Et je vous laisse imaginer si la Terre plonge dans le noir parce que nous n'avons plus d'électricité. Parce que très clairement, une tempête solaire a les pouvoirs de griller les transformateurs et plein de choses. Donc imaginez si la Terre était plongée dans le noir, c'est-à-dire que toute l'électricité sur Terre, qu'il n'y en aurait plus. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophe que ça pourrait enchaîner. Sur les outils, nous avons... Ah bah alors décidément, le temps, regardez, on a encore une relation de cause à effet avec les outils, le temps qui est présent. On a la flèche du passé qui nous pointe que la construction, le renouveau, ce qu'il faudra construire, sera une conséquence de ce qui se sera produit dans le passé, à savoir ça, cet événement-là. Et puis bien sûr, on a ici la spirale du temps qui nous fait comprendre que le temps est en marche, il est en route et on ne peut rien faire pour l'arrêter. La carte de l'esprit. On a le démon.
C'est marrant, hein, le démon avec l'esprit. Et on a l'œil qui pleure, donc ça nous parle ici de chagrin, ça nous parle du mal. Hein, le démon, c'est le mal, vraiment le mal dans son état pur, dans son état brut. Donc je suis désolé pour ceux qui sont à fond sur la lumière, sur les licornes, sur les paillettes et compagnie, qui ont de gros problèmes avec la part d'obscurité, mais à un moment donné, il va falloir l'assumer, cette part d'obscurité, et assumer aussi cette responsabilité-là sur le fait que je pense que le mal va frapper dans son état pur. Alors, est-ce que ce démon, ainsi que la carte du fantôme, est-ce que ça serait une sorte de métaphore biblique, hein? Quand on parle d'apocalypse, on parle de cette guerre entre les démons, les anges, etc. Du coup, est-ce que c'est une métaphore biblique pour nous dire que ce qu'il va se produire pourrait être ce qu'on appelle cet apocalypse? Peut-être. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le coup, ça nous parle vraiment de mort, parce que la mort, les pleurs et le fantôme, ça nous parle de mort physique. Donc je pense qu'il va y avoir des morts, très clairement. Et sur le sablier, on a... Ah, c'est marrant, la carte du nounours, souvenez-vous tout à l'heure, quand je brassais les cartes, elle est sortie avec la carte de la solitude. Et regardez, l'autre carte qui est sortie, on a la carte aussi du fantôme. Donc on a à nouveau... ça veut bien dire... C'est vraiment confirmé, ça veut bien dire que on est face à une menace qui est réelle, qui existe, qui est présente, même si on ne la voit pas, même si on ne la sent pas, même si elle ne se manifeste pas, elle est là, elle est présente et il y a quelque chose qui va se faire, il y a quelque chose qui va se faire et qui va s'abattre, très clairement. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo. Je suis désolé, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas fait peur. Ne vous aura pas fait peur. Pourquoi je fais la liaison? Je ne sais pas. J'espère qu'elle ne vous aura pas fait peur parce que c'était pas le but. Mais j'en ai marre en fait. Je suis fatigué de voir toutes les conneries qu'on peut voir et entendre partout sur la lumière, les licornes, les machins, les noms. Arrêtez, il faut arrêter de se bercer d'illusions. Je pense que l'humanité tout entière est à l'aube de quelque chose d'important. Il serait temps d'en prendre conscience et essayer au contraire de plutôt que tout le temps se tirer dans les pattes, se tirer la couverture parce que moi je veux des buzz, moi je veux du like, moi je veux des abonnés, moi je veux ci, moi je veux ça, je veux être quelqu'un, je veux être ceci, je veux être cela. Non, au lieu de se tirer la couverture comme des enfants, on ferait mieux de se tirer la couverture, mais pour la Terre, pour nous, pour notre survie. Parce que très clairement, là encore, je vais finir là-dessus, mais quand on parle qu'il faut protéger la planète, etc., mais la planète, elle s'en fout de vous, elle s'en fout de l'être humain, elle s'en fout, mais alors complètement, elle n'a pas besoin de l'être humain, elle n'a pas besoin d'être protégée. Dites-vous une chose, c'est que si la Terre, il lui arrivait un cataclysme gigantesque, la Terre, par exemple, si on enlevait toutes les plantes de toute la Terre, il faudrait à la Terre entre 1000 et 1500 ans pour refaire toutes ces forêts du globe entier. Donc vous croyez vraiment que la Terre a besoin de l'être humain? Non, la Terre a 4,5 milliards d'années. Des cataclysmes, elle en a déjà vu un certain paquet et elle s'en est toujours remise. Toute seule, comme une grande. Donc ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, mais c'est plutôt l'humanité. Parce que s'il arrive une catastrophe, c'est pas la Terre qui va s'écrouler, c'est l'humanité. Donc avant tout, c'est l'homme qu'il faut sauver. Et en protégeant justement certaines choses, c'est comme ça que l'homme pourra se protéger. Mais bon, je ne suis pas sûr que mon discours ait un impact à l'échelle planétaire. On ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire et que vous ne me reverrez plus parce que je vais disparaître mystérieusement. Enfin, on m'aura fait disparaître, pardon. Vous savez, la théorie du complot. Allez, j'arrête mon délire là-dessus. Non, mais blague à part, je voulais pas vous faire peur, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience qu'il y a une menace qui existe. Regardez tout simplement autour de vous. Écoutez ce que la nature vous dit. Regardez ce que les cartes aussi vous disent. Le message va toujours dans ce sens-là. Écoutez vos guides, vos anges, n'importe quoi, tout ce en quoi vous croyez, soyez à l'écoute. Essayez de délaisser 2 minutes votre vie terrestre et vos problèmes qui sont rattachés pour écouter ce que l'univers et la Terre vous disent. Écoutez bien et je suis sûr qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais par peur, par crainte ou par aveuglément, parce qu'il est plus facile de faire la politique de l'autruche, hein, de se cacher, de se dire non, 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 ça n'existe pas, c'est beaucoup plus facile que de l'affronter, mais non, c'est pas parce que vous allez vous cacher dans la terre que ça va empêcher l'événement, non, loin de là. Donc,
voilà, soyez à l'écoute de vous et soyez honnête également avec vous et vous verrez qu'effectivement ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se mettre en place est vraiment révélateur et je pense que nous sommes à l'aube de quelque chose, d'un changement particulièrement important, peut-être même d'une catastrophe, seul l'avenir le dira. Allez, je vous embrasse tous très fort les amis et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez très très soin de vous et soyez à l'écoute.